et bienvenue sur Europe 1. Demain, c'est férié, vous allez pouvoir vous reposer, j'espère. L'émission aura lieu en direct, bien sûr, comme tous les soirs de l'année, pour vous permettre de prendre la parole au 39 21, où Clémence et Assiba attendent vos appels, avec la complicité de Philippe Chartier, qui réalise cette émission. Alors, si vous vous posez des questions sur votre couple, si c'est avec vos enfants que la relation est difficile, si c'est au travail que vous êtes en souffrance, appelez-moi au 39 21 et avec l'aide des auditeurs qui pourront se joindre à nous par SMS au 7 21 21 code de nuit et par courriel sur le site europe1.fr. Nous échangerons nos expériences pour vous permettre d'aller de l'avant. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Des messages justement qui arrivent déjà au 7 21 21 code de nuit. Sylvie Delon qui est à l'écoute, écouteur aux oreilles. Elle me dit je suis prête comme d'habitude. C'est une fidèle de l'émission. Je voulais également faire un clin d'œil amical à Jérôme qui écoute l'émission pour la première fois ce soir, en espérant que ce ne sera pas la dernière parce que Jérôme se lève tôt. Il a de longues journées de travail devant lui. Je voulais également adresser mes pensées les plus chaleureuses à Michel de Tours qui nous écoute ce soir sur son lit d'hôpital. Elle dit cela me fait du bien car mon moral est au plus bas. Donc on est de tout cœur avec vous Michel et j'espère que ça va vous réconforter un petit peu de savoir qu'on est là tout près de vous. Et puis aussi un message qui arrive mais qui est pas signé qui dit finalement merci à cette émission et à tous les participants. Je l'ai découverte depuis peu et ça me donne la patate. Voilà, donc on accueille maintenant tout de suite Valérie qui elle a composé le 39 21. Bonsoir Valérie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va pas mal, merci. Et vous c'est plus compliqué je crois hein. C'était compliqué hier. Je vous ai appelé hier soir parce qu'avec mon ami on ne communiquait pas du tout depuis 2-3 jours. Oui. Aucune Si c'est depuis 2-3 jours, ça va. C'est pas, ça peut se régler. Oui, mais enfin rien. Il y avait rien il y avait aucun échange, aucune parole, je sais pas, c'était le silence complet. Vous étiez disputés? Écoutez, on se marie la veille, on divorce le lendemain. Ça arrive souvent? Vous avez une relation très passionnelle? Non, peut-être pas assez, justement. C'est assez monotone. Ça a pas l'air. Si un jour c'est le mariage, le lendemain le divorce, c'est plutôt les montagnes russes, votre relation. Oui, un peu, oui. Hein? Mm-hmm. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Depuis 6 mois. Oui, c'est récent. Voilà. Et en 6 mois, c'est déjà monotone, selon vous? Quand il parle pas et qu'il dit rien, oui, ça devient très lourd, pesant, c'est difficile à gérer. Je prends ça pour de la provocation en plus. Alors, comme je suis assez franche de caractère, je rentre un peu dans la gueule et puis ça empire les choses. Oui, c'est peut-être pas la meilleure des façons de l'aborder. S'il parle pas, c'est peut-être pas à cause de vous. C'est peut-être parce qu'il a des soucis, qu'il est fatigué. C'est peut-être pas de la provocation forcément. Oui, mais vous savez quand vous vivez avec quelqu'un qui est à côté de vous et qui ne dit rien pendant 3, 4, 5 jours, oui. C'est assez dur. C'est pesant, certainement. Ça lui arrive souvent? Oui, ça lui arrive souvent des silences comme ça. Alors je me demande ce qu'il a, à quoi il réfléchit, à qui il pense. Et est-ce que vous pouvez en parler avec lui quand il est dans une phase où justement il est plus disposé à parler? En lui disant, pas forcément sous forme de reproche, mais que ça vous angoisse au fond, ces silences. Oui, je lui ai dit que ça m'angoissait, mais quand il est dans le silence et quand je lui parle davantage, ça le bloque encore plus.
Alors je le laisse dans son silence. Ça certainement, oui, oui. Mais quand vous l'avez connu, est-ce que déjà il avait tendance comme ça à se replier un peu sur lui-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer? Oui, il s'exprime pas très bien, oui. Il s'exprime, il a un peu du mal à... Il est intelligent, bien sûr, mais il a du mal à s'exprimer clairement, en fait. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il est peut-être alors, bloqué un peu au niveau des mots. Oui, voilà, tout à fait. Alors, quand il parle, moi, ça m'intéresse pas ce qu'il me dit parce que je comprends pas ce qu'il me dit. Je comprends pas trop bien ce qu'il me raconte, donc j'écoute d'une oreille, puis après c'est le silence qui revient. Mais vous ne comprenez pas dans quel sens? Vous pourriez me donner un exemple? Par exemple, il va me dire il saute du coq à l'âne. Oui. Il va me parler de certaines choses, mais je comprends pas bien, c'est pas clair, quoi. C'est assez flou, enfin c'est pas clair du tout ce qu'il raconte. Oui, mais alors effectivement, ça complique les choses, Valérie, parce que si d'un côté vous lui reprochez ses silences, et puis quand il tente de s'exprimer, vous ne le comprenez pas, ça facilite pas la communication entre vous, hein? Non, pas du tout. Vous voyez, ça l'incite pas à se parler, même à vous parler. Alors peut-être qu'il faut que je mette en confiance davantage, et puis... j'ai l'impression, oui, parce que au fond, d'un côté, vous dites que vous l'agressez quand il se plonge dans le silence, parce que ces silences vous agressent. Voilà. Et puis de l'autre, quand il tente de parler, vous ne comprenez pas bien où il veut en venir, et peut-être qu'au bout d'un moment aussi, ça vous énerve, et il s'en rend compte. Voilà. Ça m'énerve. Alors il y a deux cas de figure, soit il y a le silence qui m'agresse, soit les paroles qui m'énervent. Oui, donc alors vous voyez, ça laisse quoi comme possibilité? Dès qu'on se sépare, au bout d'1 ou 2 heures, on se retrouve toujours, on est assez inséparables. Malgré tout? Ouais. Alors qu'est-ce qui vous relie l'un à l'autre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Moi, je le considère un peu comme mon petit frère, plutôt. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de commun avec votre petit frère? Il y a un peu la même voix, la façon d'être. Le comportement aussi. Oui, mais alors, avec un petit frère, ça reste très asexué. Ah oui, bien sûr. Mais oui, mais cet homme, vous avez du désir pour lui? Ah oui, tout à fait, oui. Malgré tout? Oui. Alors, il y a Batman qui pose une question au 7 21 21 code nuit qui dit, mais qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Qu'est-ce que vous aimez en lui? Outre le fait qu'il vous fait penser à votre petit frère. Je sais pas, il y a une entente, on s'entend bien dans l'ensemble. Oui, mais vous à part les fameuses crises de silence et de... Mais je sais pas exactement, vous savez, on comprend pas tout non plus. Hein. Ah mais non, et puis c'est pas forcément une bonne chose de vouloir tout comprendre de l'autre. Hein. Non, d'ailleurs, oui. Il y a Sergio qui dit, il vous a séduit comme ça et au bout de 6 mois, vous voulez déjà le changer, logique qu'il se renferme. Ah oui, d'accord. De toute façon, il faut qu'il change. Il faudra qu'il change, puis moi aussi, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, je note que vous parlez d'un problème de communication, mais vous-même, vous n'abordez pas le thème des sentiments. C'est vrai que vous-même, vous avez on a du mal à entrer dans finalement la relation. Vous avez du mal à parler de votre relation. Je l'aime, mais c'est par moment, quoi. C'est pas tout le temps, en fait. Je l'aime par moment, c'est pas tout le temps. C'est très étrange, hein, votre relation. Vous avez quel âge, Valérie? J'ai 40 ans. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et vous avez envie que ça continue avec lui? C'est-à-dire c'est compliqué parce qu'en fait je veux le garder comme ami, mais je sais pas du tout, j'y vois pas clair. Hein. Non, mais ça s'entend, hein. Ça s'entend.
peut-être qu'effectivement, vous seriez mieux avec lui en le considérant comme un ami que comme un amant, hein. Finalement. C'est possible. Si vous avez une relation Ouais, un peu fraternelle, il vous attendrit. Si vous voulez, c'est pas assez harmonieux, c'est pas. En plus, il y a aussi quelque chose dont j'ai pas du tout parlé, c'est que je décide de tout, je prends toutes les initiatives, je dirige la maison, vous voyez. C'est pas une épaule vraiment pour moi. Ben oui, mais vous dites vous-même, vous le considérez comme votre petit frère, donc vous jouez le rôle de la grande sœur. Oui, je joue le rôle de la grande sœur, mais si vous voulez, dans moi-même, dans mon comportement, enfin, je veux dire, je dirige tout, je décide de tout. Ben, vous avez l'air un peu comme ça, oui. Parce que c'est-à-dire qu'il est très serviable, très gentil. Oui. Mais il faut dire que lui-même, il a eu des moments difficiles aussi. Hein. Oui. Bon, c'est peut-être à vous un peu de clarifier aussi ce que vous attendez de lui et de cette relation. Moi, j'ai essayé maintes fois de parler avec lui, mais si vous voulez, à un moment donné, il bloque. Oui, mais là, on voit aussi peut-être un peu pourquoi. Hein. Parce que au fond, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu plus de difficultés à s'exprimer. Mais vous-même, c'est compliqué parce que vous avez peut-être l'impression de parler, Valérie, mais je vous assure que c'est pas votre demande elle-même n'est pas claire. Mm-hmm. Et vous avez du mal à parler de votre relation. Si ce n'est que cet homme, j'ai l'impression qu'il vous attendrit. Tout à fait, oui, bien sûr. Bon, donc... je sais pas, après, la passion, vous me disiez que c'était une relation passionnelle. Vous trouvez que c'est une relation passionnelle, vous ? J'essaie de comprendre de quoi est faite votre relation. Vous me dites un jour on se marie, le lendemain on divorce. J'ai cru, mais ça c'était dans vos premières paroles, qu'il y avait quelque chose d'un peu passionnel. Et puis très vite vous m'avez dit non, c'est monotone. Je comprends mieux si vous me dites que cet homme vous fait penser à votre petit frère. Je crois qu'il n'est pas assez rassurant quand même. Il me rassure pas assez en fait. C'est moi qui le rassure. Donc il y a un déséquilibre après qui s'installe. Bon. Mais qu'attendez-vous, vous, d'une relation avec un homme ? D'être rassuré ? Oui. D'être rassuré, oui, de me sentir bien, en sécurité, affective, matérielle. Oui. Ça se fait comme la plupart des femmes. Non. Comment ? Non. Je suis pas d'accord avec vous. La plupart des femmes recherchent une sécurité en tous les cas. Vous ne pouvez pas parler pour la plupart des femmes, Valérie. Pourquoi vous dites ça ? Parce que on ne peut jamais parler que pour soi, qu'on son nom propre. Non, mais je regarde autour de moi, je vois que les femmes sont pareilles. Oui, mais vous savez, on voit ce qu'on a envie de voir, hein. Donc non. Voilà, vous savez, si les femmes se mettent pas avec un homme rassurant, elles trouvent d'autres moyens de se rassurer, quoi. Enfin, on est tous pareils de ce point de vue-là. On a tous un besoin. Même vous allez à l'antenne, ça vous rassure de passer à l'antenne, de faire votre émission et voilà, c'est votre travail, votre profession, et puis ensuite vous ressortez là, vous êtes bien, quoi. Enfin, je sais pas, Je vois pas le rapport là, mais bon, si vous voulez, toutes les femmes n'ont pas les mêmes attentes dans le domaine amoureux, heureusement, parce que vous imaginez, sinon on voudrait toutes le même type d'homme, ça serait terrible. J'ai pas dit ça non plus, je dis simplement il y a quand même un dénominateur commun de sécurité pour les femmes. Non, mais toutes les femmes ne recherchent pas une sécurité matérielle, c'est pas vrai. Non, c'est affective principalement. Ou affective. Ça cherche quoi alors ? Ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui mettent en avant plutôt leur liberté, leur indépendance. Si vous voulez, autant de femmes, autant de demandes différentes, comme autant d'hommes, autant de demandes différentes. Il n'y a pas forcément à chaque fois un dénominateur commun. C'est ce que j'essaye de vous dire. Voilà. Ne serait-ce le fait que de ne pas vouloir vivre seul, comme la plupart des personnes,
c'est quand même, on recherche quand même auprès d'une autre personne quelque chose. Bon, enfin, là, de toute façon, on s'éloigne du sujet. C'est-à-dire que vous avez du mal à accepter peut-être qu'on pense différemment de vous. Et c'est peut-être ce qui pose problème aussi dans cette relation. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, hein, Valérie, c'est compliqué. C'est peut-être ce qui pose problème dans cette relation, c'est aussi d'accepter que cet homme est différent de vous. Et lui a certainement beaucoup d'émotions, de choses, mais qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il n'arrive pas à verbaliser. Non, par contre, quand vous dites que j'accepte très bien les opinions différentes. Et vous ? Mais le problème, Valérie, c'est pas finalement l'important, c'est pas ce que je pense moi. Je sais que vous voulez toujours avoir le dernier mot, mais non, pas du tout. Moi, je crois. Valérie, écoute, c'est pas une question. Attendez, vous allez interroger les auditeurs. Si les femmes, la plupart des femmes, ne cherchent pas une sécurité auprès d'un homme. Enfin, je dis pas une vérité de la palisse là. C'est marrant comme vous pouvez devenir agressif subitement parce que vous avez le sentiment que je ne suis pas d'accord avec vous. On peut ne pas être d'accord sans pour autant se fâcher. C'est pas grave. Si, parce que là, vous en faites, finalement, on a l'impression que votre demande première, qui était votre difficulté de communication dans le couple, ça passe complètement aux oubliettes et que maintenant, vous êtes dans le rapport de force avec moi pour savoir qui a raison. Je ne dis pas que j'ai raison, que vous avez tort. Je dis simplement qu'on peut ne pas être d'accord sans pour autant se fâcher. Voilà, dans la vie, on a tous des points de vue différents. Je sens bien, Caroline Dublanche, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous me dites que vous avez l'impression que je peux pas entendre d'opinions différentes. Eh ben, vous vous trompez. Vous vous trompez, voilà. Très bien, eh bien, bien sûr, je l'entends. Ok, je me trompe. Alors, est-ce que vous voulez qu'on revienne à votre demande principale ou est-ce que ça ne vous intéresse plus ? Ah bah si, ça m'intéresse. Bon, est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit ou pas du tout ? Si, j'ai entendu, oui. Bien. Alors finalement, je vous demandais quelles étaient vos attentes. Vous m'avez dit de la sécurité affective et de la sécurité matérielle. Cet homme ne vous les apporte pas. Exactement. Bien. Donc, finalement, qu'en concluez-vous ? J'en conclus que je garde comme ami un ami cher, bien que c'est vrai que si je peux pas trop avoir de perspective d'avenir avec lui. C'est peut-être ce qu'il faut essayer ou commencer à lui dire. Ah mais je lui ai déjà dit, ça fait longtemps que je lui ai dit. Mais si vous voulez, on a un attachement affectif qui serait plus fraternel, qui fait qu'on reste ensemble. Vous pouvez continuer à vous voir puisque vous aimez être ensemble, mais sans pour autant avoir une relation amoureuse. Voilà, et ce qui est pas facile parce que entre hommes et femmes, l'amitié, est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe ? Ou alors couper franchement la relation, ou bien, je sais pas. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Tout dépend de ce que vous souhaitez avec cet homme. C'est à vous de clarifier un peu votre demande. Mais je peux pas lui demander ce dont j'ai envie, alors que s'il n'a pas le caractère pour, s'il n'a pas les qualités que je demande, je peux pas lui demander non plus. Vous ne pouvez pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas. En revanche, vous pouvez décider pour vous-même. Voilà. Ce que je peux vous dire. Merci de votre appel, en tout cas, Valérie. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Marie-France. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, c'est très dur. Vous avez perdu votre mari, hein, il y a... Oui, 22 mois. 22 mois. Oui. C'était brutal. Oui. Rapide.
On s'y attendait pas du tout. En 5 minutes. Il a eu une attaque. Oui. Il était dans le jardin. Et j'étais à la fenêtre et je lui ai dit, il est midi, on mange. Il m'a dit oui. Je suis descendue l'étage, c'était fini. En effet, oui. Et aucun signe m'avait... Oui. Je me suis sentie culpabilisée au début. Mais non, le médecin, quand il est venu, il m'a dit, mais vous... Non, il n'y avait rien à faire. Oui. Et alors, depuis ce jour, je suis complètement perdue. J'arrive pas à m'en sortir. Vous êtes perdu sans lui. Ah oui, parce que j'ai perdu tout le monde. Toute ma famille. Comment on m'a tourné ça le dos. Comment ça? Votre famille, de qui parlez-vous là? C'est-à-dire que, ça faisait 42 ans qu'on était mariés. Oui. Et on était à la retraite, donc les projets, c'était voyage, c'était Oui. profiter de la vie. Et avant son départ, on avait une famille plus ou moins normale, avec des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, et surtout 2 filles. Et puis voilà, mes filles ne veulent plus me parler, et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Depuis le décès de leur père? Oui. Avant, on se voyait 2, 3 fois par mois. Oui. Sans une obligation, hein. On allait chez l'un, chez l'autre, on habite à 1 heure, c'est pas loin. Oui, non. Et du temps de leur père, on se voyait, mais assez régulièrement. Maintenant, je les vois, et encore, c'est du bout des lèvres qu'elle m'invite pour les anniversaires des enfants, des petits-enfants. Vous avez des petits-enfants, donc. Hein? Ah oui, j'en ai 5. Oui. Mais je les vois pas. Mais que s'est-il passé? C'est-à-dire, donc, elles étaient très liées à leur père? Oui, on était une famille normale. Oui, ça... j'ai une fille qui est mariée. Oui. Son mari s'entendait très bien avec mon mari. On l'a connu très jeune, donc mon mari lui a appris beaucoup de choses. Ils étaient complices tous les 2. Oui. Moi j'avais des petits-enfants, je m'occupais des petits-enfants, ça me contentait si vous voulez. Et puis du jour où c'est arrivé, non, ils viennent plus me voir, mais ils me téléphonent plus, ils prennent pas de nouvelles. Mais est-ce que vous leur avez demandé finalement pourquoi? Est-ce que vous en avez parlé, dire c'est-à-dire qu'avec l'aîné, quand je lui en parle, oui. Je lui parle un peu plus facilement quand même. Oui. Et quand je lui parle, elle me dit, mais laisse-la, tu verras, elle reviendra, tout ça, plus tard. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile si vous parlez à votre aînée de votre autre fille. Elle peut pas répondre pour sa sœur. Je lui demande son avis. Oui. Et alors elle me dit, tu verras, un jour ou l'autre, elle reviendra. Mais pour moi... C'est probable, oui. Probable, oui, mais oui. En attendant, mes petits-enfants grandissent. Oui, donc ça veut dire qu'avec votre fille aînée, ça se passe mieux. Ça se passe un peu mieux. Oui, elle ne met pas cette distance-là. Alors, elle me dit, la dernière fois qu'elle a essayé d'aborder le sujet avec sa sœur, oui. Sa sœur lui a répondu, je ne veux pas parler. Je ne peux pas ou je ne veux pas parler. Je ne veux pas. Alors moi, c'était plus compliqué la relation avec votre seconde fille? Avec moi ou avec vous, oui. Tant qu'il y avait mon mari, ça se passait bien. Et oui, ça j'ai bien compris. Mais je parle de la relation que vous aviez toutes les 2, vous et votre fille. C'est-à-dire que on a des forts caractères. Et donc, la dernière fois que j'ai voulu ébaucher une conversation pour éclaircir, c'était au mois de mai. Et elle m'a agressée en me disant que j'avais eu des disputes avec son père, et j'ai dit, mais attends, tu crois que tu connais tout de ma vie? Et j'ai pas accepté de l'entendre parler.
j'étais surprise qu'elle me sorte des choses que, dans tout couple, le couple qui dure longtemps, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on s'en sort quand même. Et là, d'entendre sa fille, une gamine, vous critiquer, je l'ai pas accepté, je suis partie. Une gamine pour vous, mais une femme. Elle a quel âge, votre fille? Oui, elle a 32 ans. Oui, bien sûr. Pour vous, c'est une gamine, mais bon, c'est... Oui, mais quelque part, j'attendais autre chose. J'attendais un soutien. J'attendais, ne serait-ce que prendre des nouvelles, téléphoner. Non, rien. Pas de visite, pas de coup de téléphone. Bon, depuis, je vous dis pas, depuis que j'ai perdu mon mari, j'ai des petits problèmes de santé. Je suis toujours chez le médecin, je suis en état dépressif. Bon, j'ai eu des examens à faire et tout. Pas téléphoner, rien. Je suis, mais, seule. Vous avez votre fille aînée, qui est quand même plus proche, qui ne réagit pas de la même façon. Oui, mais je la vois quand même, elle a son travail, elle a sa famille. C'est normal, oui. Mais bon, je veux pas la déranger parce que je sens qu'elle veut rien faire vis-à-vis de sa sœur. C'est normal. Ben oui, mais moi, elle ne peut pas. D'abord, c'est pas qu'elle ne veut forcément rien faire, mais le pourrait-elle, même si elle tentait de le faire. Mais elle ne peut pas forcer sa sœur. Un jour, elle était là. Non, Marie-France, je suis désolée de vous dire ça, mais si c'est pas à votre fille de jouer les intermédiaires, ça la mettrait dans une position très en porte-à-faux. S'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement parler, ça pourrait être vous et votre fille, mais vous pouvez pas demander à votre fille aînée de dire à sa sœur, écoute, va voir maman, fais quelque chose. Ça la met dans une position compliquée. Ce sont deux femmes aujourd'hui. Oui, bien sûr, ce sont deux femmes, mais c'est pas le fait d'aller voir sa sœur, lui dire ceci, cela. Mais un jour, elle était chez moi, j'étais chez le médecin, et je suis rentrée, j'étais en pleurs. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, j'avais de la tension, chose que je n'ai jamais eue, je faisais de la tachycardie. Bon, elle m'a vue dans l'état où elle était. Elle est partie, elle a téléphoné à sa sœur pour lui donner des nouvelles. Oui. Et sa sœur a dit, j'en ai rien à faire. Oui, elle est très en colère après vous, votre fille. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai l'impression que si j'avais tué leur père, ça serait pas pire. Alors je ne sais plus quoi faire, parce que maintenant je suis invitée aux anniversaires des petits-enfants, mais l'espace de quoi... C'est déjà important. J'y vais pour eux, les petits-enfants. Oui. Mais je ne peux pas passer un petit moment avec eux, parce que les parents sont là. Alors parce que l'aîné qui a 8 ans, il voyait bien qu'avant, on se voyait souvent, régulièrement. Oui. Et depuis que papy n'est plus là, qu'est-ce que les parents racontent pour justifier que je viens plus, que je les vois plus? Est-ce que vous les invitez parfois, les petits-enfants? Non, je peux pas les inviter. Pourquoi? Parce que ils vont s'entrahirer, ils s'en vont ailleurs. Non, mais est-ce que vous voulez parfois dire plutôt que d'aller chez eux, est-ce que vous proposez dire tiens, voilà, est-ce que je prendrais bien les petits pour un week-end? Est-ce qu'il y a une possibilité? Ah non, il n'est pas possible. Ou une après-midi? Non, ils peuvent pas. C'est pas possible. D'accord. Ah non. Alors vraiment, là, je me sens complètement isolée. J'ai beau échafauder. On peut penser que votre fille est dans encore le contre-coup de la perte de son père et que c'était plus simple pour elle de se trouver face à un couple de parents que seule en tête à tête avec vous, qui en plus est dans le chagrin lié à la perte de votre mari. Et puis quand il venait vous voir, c'était il se trouvait face à votre couple, un couple face à un couple, c'est-à-dire elle venait, votre gendre s'entendait très bien avec votre mari. Tout à fait. Et là, c'est assez fréquent, vous savez, Marie-France, qu'au moment de la perte d'un parent, il y ait
évidemment des griefs, des ressentiments comme ça de l'enfance qui remontent. Alors évidemment, il y a un contretemps. Vous n'êtes pas dans le même espace-temps, j'ai envie de dire. Vous êtes dans la peine, la douleur de la perte de votre mari. Et puis votre fille, elle parle de disputes au sein de votre couple. Alors vous ne comprenez pas parce que vous vous dites, mais pourquoi elle me parle de ça à ce moment-là alors que moi je suis effondrée par le décès. Mais oui, voilà, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que, au contraire, les liens se rapprochent, qu'on ait des choses à parler. Mais oui, mais c'est-à-dire si vous voulez, le décès d'un parent, ça, c'est aussi une partie, le parent amène avec lui une partie de notre enfance. Donc elle est, malgré elle, si vous voulez, ramenée à son enfance. Et il y a des choses qui ont pu la marquer, plus profondément que vous ne pensez, parce que c'est toujours du vécu subjectif. Vous étiez adulte et comme vous dites, dans un couple, il y a des disputes, il y a des choses, où en tant qu'adulte, on n'y fait pas forcément attention, où on se dit, c'est pas si grave, mais où pour des enfants, ça peut avoir un impact assez traumatique. Et elle, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface et qui sont douloureuses et qui sortent à ce moment-là. Donc vous étiez évidemment en complet décalage. C'est-à-dire vous attendiez du soutien parce que vous étiez dans votre peine, et elle, c'était la petite fille en elle qui parlait en disant mais enfin aujourd'hui tu es en train de pleurer alors que souviens-toi tu te disputais avec papa. Donc vous pouviez pas vous entendre. Mais comme le dit votre fille aînée avec beaucoup de sagesse, je trouve, c'est que tout ça va se décanter. Mais oui, et on mais peut penser, en attendant, les petits-enfants grandissent. La dernière, oui, mais d'ailleurs, qui a vous parlez de 2 ans vos et demi, petits-enfants, vous parlez pas de votre fille. Oui. Je l'ai vue 3 fois depuis qu'elle est née, alors que les autres, on les voyait deux fois par mois. Et puis, c'est pareil, je me sens fragilisée, vulnérable. Oui. Je sais plus de quoi faire. Là, je me dis, début décembre, il y a un autre anniversaire. Alors, quoi faire? Je veux pas gâcher l'anniversaire de mon petit-fils, mais trouver quoi? Quelques minutes pour essayer de leur dire ce que je pense et surtout les laisser parler. Parce que la dernière fois, c'est ce que je n'ai pas fait. Quand elle a commencé à me sortir des choses qui m'ont quelque part perturbée, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Oui. Je suis partie, je l'ai pas écouté. Et j'en ai parlé justement à mon médecin et il m'a dit ce que vous auriez dû faire, c'est accepter tout ce qu'elle avait à vous dire. Oui. C'est difficile. Alors là, je suis en train de me conditionner. J'ai encore quelques semaines avant d'arriver à cet anniversaire. Et je me dis, faut que je leur écrive tout ce que je veux leur dire. Et après, avoir le courage d'écouter ce qu'ils ont à me dire. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Si c'est pas indiscret, non, c'est pas indiscret, mais leur dire, je sais pas, j'ai beaucoup de choses à leur dire, que la vie que l'on avait, je la regrette, que on avait cru faire bien les choses, que contrairement peut-être aux apparences, parce que avec mon mari on avait des forts caractères, donc c'était pas dans la disons pas la douceur, mais c'était assez conflictuel. Oui. Bon, mais on le faisait, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde. Si on avait envie de se dire quelque chose, on se le disait. Mais quand on avait envie de faire des dîners aux chandelles, de passer des bonnes soirées, personne n'était là pour témoigner. Et oui, donc elles avaient surtout les conflits. Oui. Les conflits, elles voyaient pas effectivement ces moments plus doux et plus tendres. Voilà. Oui. Elles avaient plutôt cette image de parents qui se... Parce que, 42 ans, on est restés ensemble, on a eu des hauts et des bas, mais on a su franchir quand il y avait des mauvais moments. Alors, j'aimerais trouver la solution, parce que
c'est bien beau, quels que soient les bons moments que je passe maintenant, ce sont que les anniversaires des petits. Mais quand je reviens chez moi, Oui. eh ben, je me retrouve face à des murs. Oui, mais Marie-France, est-ce que vous pouvez entendre, parce qu'il s'agit pas, forcément. Pardon ? Est-ce que vous pouvez entendre peut-être que vos filles ont pu souffrir de ça, simplement, voilà, d'avoir des parents peut-être, même si, comme vous dites, c'était votre façon d'être, vous en couple, et vous, vous teniez, vous aviez des fortes personnalités, des forts caractères, donc vous vous opposiez souvent, peut-être ça criait beaucoup, mais vous aviez ces moments d'intimité, comme vous dites, il y avait aucun témoin, où vous vous retrouviez, et puis il y avait toute votre vie de couple, votre intimité de couple, qui évidemment, vos enfants, et heureusement, n'y avaient pas accès. Mais pour des enfants, eux n'ont retenu de votre couple peut-être que ces moments de tension, de conflit, ce qui a pu marquer tout ça. Donc ils comprennent peut-être d'autant moins aujourd'hui que finalement ça soit tellement un tel chagrin pour vous, puisque eux, ils peuvent retenir, c'est un point de vue d'enfant, de dire mais au fond ils se disputaient tout le temps et maintenant maman est effondrée que papa ne soit plus là. Vous voyez ? C'est sûr, c'est ce à quoi je pense, mais je sais pas comment leur expliquer que c'était notre façon à nous. Voilà, que c'était votre façon. Mais peut-être que d'abord, comme dit votre médecin, votre fille vous dira certaines choses et qu'il n'y a pas forcément à vous expliquer. Vous voyez, peut-être simplement entendre ce qu'elle a à dire et dire oui, on n'a pas forcément réalisé qu'en tant qu'enfant, vous avez pu en souffrir et j'en suis désolée. Et dire parce que nous, c'était notre façon à nous de nous aimer, comme vous le dites, et on n'a pas mesuré à quel point vous avez pu en souffrir. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de faire très long. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, en fin de compte, d'accord, elles ont 8 ans d'écart, ça fait beaucoup. Oui. Mais que l'aînée, elle est consciente. Elle sait que, on était très fusionnel, mais elle m'en tient pas rigueur. Elle dit mais c'était votre façon. Oui, mais vous savez, Marie-France, d'abord les enfants elles ont des personnalités différentes. Elles sont face à une même situation. Il y a des enfants qui vont réagir avec plus de sensibilité que d'autres. Alors c'est pour ça que je voudrais. D'abord il y a Annie qui dit quelque chose aussi d'intéressant. Aussi, il faut peut-être tenir compte du fait que votre fille ne peut pas vous soutenir parce qu'elle a aussi sa propre peine. Bah oui, non mais n'importe comment, dans ce que j'ai écrit, que je voudrais leur dire, je leur dis bien que à chacun de nous, la peine est immense. C'est une grosse perte aussi bien pour mon gendre que pour mes filles. Je nie pas ça. On va accueillir, si vous le voulez bien, Marie-France, Daniel, qui est avec nous au 3921, qui vous a écouté et qui aimerait vous parler. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. J'ai entendu le début de votre entretien. Oui. Et disons que j'ai vu une situation pratiquement identique. Ça fait 27 mois que je suis veuve, j'ai aussi 2 filles, 5 petits-enfants plus âgés que ceux de Marie-France. Et il s'est installé à peu près les mêmes dysfonctionnements dans notre cellule familiale. Et je n'ai pas réagi de la même manière. J'ai eu... chacun s'est enfermé dans sa propre douleur. Voilà, c'est ça. Et peut-être ce qu'il aurait fallu faire, c'est en discuter tout de suite. Bon, ça n'a pas été fait. On ne réécrit pas les histoires, apparemment. Ça n'a pas été fait non plus pour Marie-France. Mais par contre, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que Marie-France soit forte. Il ne faut pas que ses enfants, il ne faut pas qu'elle soit infantilisée par ses enfants. Il faut qu'elle reste une mère forte et qu'elle se construise une vie à elle et qu'elle montre qu'elle est capable de tenir debout. Oui, c'est important, certes, Daniel. Elle a des problèmes, elle doit consulter le médecin, tout ça. Mais ça, je crois qu'il faut qu'elle le garde pour elle. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. C'est difficile, mais vous avez raison, Daniel. Ils sont très traumatisés de voir la maman malade. Oui. Alors même s'ils sont angoissant. Adultes, je pense que c'est pareil. Et il faut que Marie-France reste forte. Alors, le seul moyen de rester fort, c'est d'avoir des activités. Moi, je me suis surbookée en activités. Voilà. Je fais plein de choses. Ah moi, c'est pareil. Si vous voulez... attendez, à tenir debout et à montrer que je suis capable d'exister par moi-même. Oui.
Qu'elles n'ont pas de soucis à avoir de Qu'elles moi. n'ont pas à vous porter, finalement. Ah ben n'importe comment, je ne veux pas être infantilisée par mes filles. Attendez, pas écoutez vouloir peut-être le comportement. Marie-France, vous Il faut pourrez le réagir démontrer. après. Il faut le démontrer. Il faut qu'elles constatent par eux-mêmes qu'effectivement, vous menez votre vie normalement. Certes que vous avez du chagrin de l'absence de votre époux, ça c'est incontestable, mais que vous êtes capable à côté de ça d'avoir des activités à vous propres et que vous n'êtes pas dépendante de leurs visites ou de leurs invitations. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais cette année justement, je ne voudrais pas redémarrer une année comme j'ai eu cette année, Oui. parce que cette année, à chaque fois qu'il y avait des vacances, qu'il y avait un week-end prolongé, Vous êtes dans l'attente. j'étais dans l'attente d'une visite. Bien sûr, mais ça c'est très néfaste. Parce que eux, ils ont aussi leur vie, ils ont leur cellule familiale, leurs propres activités, et de savoir que vous êtes dans l'attente d'une visite, d'un coup de fil, ça leur pollue un peu leur vie. Mais oui, mais alors je leur disais rien, mais alors... Oui, mais vous savez, on n'a pas besoin de dire. Si vous êtes chez vous et que vous ne faites rien, que vous ne sortez pas, elles le savent ça. Est-ce que vous êtes dans l'attente, même si vous dites rien. Oui. Le meilleur moyen de leur démontrer, c'est que faut vous construire une vie à vous. Alors je sais pas, moi j'ai choisi le yoga, j'ai appris à jouer au bridge, je fais du patchwork, je vais marcher, je vais. Ah bah oui, voilà. Non, mais moi c'est pareil. Moi je vais à la marche, je fais de la gym. Je vais à des associations, déchiffrer des lettres, des trucs comme ça. Vous faites finalement vous avez un emploi du temps rempli. Oui. Voilà, j'essaye de m'occuper justement de faire. Bon, j'ai une maison à entretenir. Si vous parlez en même temps, on ne va pas s'entendre. Hein. Pardon ? Si vous parlez en même temps, on ne va pas s'entendre. Excusez-moi. Oui, bon, en tout cas, que vous avez un emploi du temps bien rempli et que vous n'êtes pas en attente de leur invitation ou de leur venue. Oui, que le sens de votre vie aujourd'hui ne dépend pas seulement de leur visite. Voilà, c'est ça. Et je pense que beaucoup d'auditeurs disent, c'est Jean-Marie qui dit malgré votre douleur, en vous expliquant avec vos enfants, un jour tout reviendra dans l'ordre, patienter. C'est le subversif aussi qui dit le décès subi met en exergue sous un noir éclat la fragilité de l'existence. De son père, de la sienne, de la vôtre, et éclaire celle-là sous un jour nouveau et brut patience. Et puis Petite Plume qui dit je confirme, c'est très difficile de savoir un parent en attente et dépendant finalement. Mais bien sûr. Donc je pense que quand elles vous sentiront moins en attente, déjà, ça sera, elles viendront plus facilement d'elles-mêmes. C'est ce que je pense. Et puis d'elles-mêmes aussi, la douleur va s'atténuer, tout ce qui a ressurgi à l'occasion du décès du père. Si je peux ajouter, une petite chose et on va conclure. Mais aussi pour le milieu amical. Oui, j'allais vous demander, parce que comme vous formiez un couple fusionnel, est-ce que vous avez quand même des amis? Ils sont maladroits. Il y a aussi de la maladresse dans tout ça. Ah ben j'ai deux amis qui me téléphonent assez régulièrement, qui me soutiennent et qui ont du mal d'ailleurs à comprendre la réaction de mes filles. Parce que je mène ma vie, je voyage, je fais des choses, mais quelque part il me manque ce lien avec mes petits-enfants. C'est surtout mes petits-enfants qui me manquent. Oui, mais patience, ça va revenir. Bien sûr. Il faut vous donner un peu de temps, là. Et ce qui m'est le plus dur, vraiment, c'est le soir. Je me retrouve... Oui, mais forcément, mais ça... c'est le deuil. C'est le deuil et vous ne pouvez pas en faire l'économie, malheureusement. Moi, ça fait 27 mois, j'en suis toujours là aussi, mais je leur dis pas. Voilà. Maintenant, je le dis même à plus personne qu'à part mon docteur. Bah oui, mais moi c'est pareil. Alors il y a Jacqueline, pour conclure, qui dit aussi, j'avais sa petite fiche sous les yeux, qui dit j'ai à nouveau de bons contacts depuis 1 an et demi. Quand j'ai été à nouveau moi-même, j'ai eu un suivi psychologique. C'est maintenant que je suis à nouveau bien dans ma peau, suite à un deuil et sereine. Et Jacqueline qui dit comme vous, Daniel, il ne faut pas tout reporter sur les enfants. Non, surtout pas. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-France. Courage à Marie-France. De votre appel. Prenez soin de vous. Merci Caroline pour votre émission. Et merci Daniel également de votre réaction, de votre sagesse, de vos propos comme ça. Et bon courage à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Europe 1.
On accueille maintenant Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Moi, je vous appelle Caroline parce qu'en fait, j'ai presque 40 ans. Je me suis séparé de ma femme. C'est moi qui l'ai choisie. Ça fait déjà 4 mois. Oui. J'ai 3 enfants. 3 enfants que je m'occupais très bien avant ma séparation parce que j'ai toujours été très très proche d'eux en fait. Je participais à ma vie de famille avec eux. Je les préparais le matin, je les emmenais à l'école, j'allais avec eux faire du sport. Et puis avec ma femme, ça se passait pas bien du tout quoi en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression de tricher depuis plusieurs années en fait avec elle. Parce qu'en fait, je me rendais bien compte que j'étais pas heureux, que j'étais pas moi-même en fait en étant avec elle. Et donc après multes altercations avec ma femme, qui étaient récurrentes en fait, qui revenaient à peu près tous les 4, 5, 6 mois en fait, où ma femme montait dans des grosses colères. J'ai décidé depuis qu'elle a été trop loin, ça fait bientôt 1 an, de vraiment prendre sur moi pour devoir partir de la maison. Alors ça a été très très difficile parce qu'en fait, étant très très proche de mes enfants, c'est une décision qui est pas facile à prendre en fait. Ah oui. Quel âge ont vos enfants ? Ils ont 9, 7 et bientôt 2 en fait. Ah oui, il y a des tout petits là. Enfin, et non, 2, excusez-moi, 2, il les a déjà eu, c'est 2 ans et 3-4 mois quoi. Mais bon, même quand on a eu notre dernier, en fait, je savais déjà depuis quelque temps, même avant hélas de le concevoir, que c'était déjà chancelant notre affaire. Et puis en fait, quand on a 2 enfants, on se laisse aller dans la vie de couple, on essaye d'y croire parce que c'est vrai que la famille c'est très important, donc on essaye de se rattacher à la famille au maximum. Et puis je me dis que ma femme va changer de comportement vis-à-vis de moi en fait. Et puis le 3e arrive et ça ne change pas. Et en fait j'ai vraiment eu l'impression depuis que j'ai eu même mon premier enfant, que depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai perdu ma femme et je vis avec la mère de mes enfants, mais je vis plus avec ma femme. Vous étiez replié vous dans la vie de famille au fond. Vous aviez beaucoup de gratification dans la paternité. Ah bah oui, mais moi dans la paternité, je suis super heureux dans la paternité. Moi j'adore les enfants, j'adore être avec eux, j'adore partager leur vie, même si c'est vrai que professionnellement j'ai des bonnes activités, mais malgré tout j'arrive à me dégager énormément de temps pour justement partager des moments avec eux quoi, pour être bien avec eux quoi. Et eux ils me le rendent bien aussi d'ailleurs. Donc là vous êtes séparés depuis juillet, vous ne vivez plus sous le même toit. Je vis plus sous le même toit depuis quasiment juillet, où j'ai un peu été squatté à droite à gauche dans de la famille. Hein. Et puis depuis un bon mois, j'ai une résidence, ça y est, je me suis refait un cocon en reprenant une maison avec 4 chambres pour pouvoir accueillir mes enfants. J'ai fait des pieds et des mains pour faire en sorte que mes enfants, quand ils sont venus dans ma maison la première fois, le premier week-end, leur faire une très très bonne approche, qu'ils aient envie de se sentir bien de suite. Donc c'est vrai que je me suis démené, comme j'imagine font beaucoup de pères suite à ça. Oui. Et en fait, mon gros problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre les réactions de ma femme, qui sont vraiment des réactions très 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 véhémentes à mon égard en fait, et notamment devant mes enfants en fait. Alors vous allez m'expliquer tout cela, Thierry, après le journal, hein, donc vous ne raccrochez pas et on continue à parler ensemble dans quelques minutes. Et en direct jusqu'à 1h, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout, en toute liberté et sans tabou, en appelant le 39 21. Vous pouvez à tout moment réagir aux propos tenus sur l'antenne.
Par SMS au 7 21 21 code de nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Et si vous voulez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, eh bien c'est très simple, il vous suffit d'appeler le standard d'Europe 1 au 39 21. Juste avant le journal, donc nous étions en ligne avec Thierry qui a rompu avec sa femme depuis début juillet. Donc ils ont ensemble 3 enfants de 9, 7 et 2 ans. Et ce qui est compliqué, nous disait Thierry, c'est que sa femme a des réactions très véhémentes et notamment devant les enfants. C'est bien ça, Thierry ? C'est exactement ça, oui, c'est tout à fait ça. Alors, mais de quel ordre ? C'est-à-dire vis-à-vis de vous ? Elle vous dénigre devant les enfants ? Ouais, vis-à-vis de moi. En fait, elle ne supporte pas le sentiment de l'abandon, personnellement, mais ça, j'ai remarqué depuis ma relation avec elle, ça vient, enfin, elle a fait une thérapie dessus, mais qui n'a pas amené grand-chose. Et donc, en fait, devant les enfants, comme elle supporte pas fait que... Comment ? Elle fait une thérapie depuis votre départ ? Non, elle l'a fait avant, en fait, parce que moi, elle m'a appris des choses qui s'étaient passées dans la fin de son adolescence, et je lui avais dit, écoute, tu peux pas rester avec ça, c'est pas possible. Et je comprenais mieux ses réactions après chaque grossesse ou après, enfin, chaque naissance plutôt, ou après chaque naissance, s'il y avait un réel conflit entre nous qui s'installait, et moi je comprenais pas, j'étais toujours très heureux, mais en fait, elle mettait toujours énormément de distance entre l'enfant et moi, en fait. Enfin, c'est pas entre l'enfant, c'est-à-dire qu'elle s'occupait beaucoup de l'enfant, mais en oubliant complètement son mari, en fait. Et pourtant, j'ai essayé moult et moult fois, parce que je suis pas dans le besoin, donc j'ai essayé moult et moult fois de créer des événements, des week-ends, des voyages ensemble, rien qu'à deux, et je me rendais bien compte que ce qui la chagrine, c'est à chaque fois le sentiment de la séparation, et notamment la séparation des enfants, où même quand on se retrouvait tous les deux, on n'arrive pas à profiter pleinement des moments magiques qu'on vivait ensemble, quoi. Et notamment, ce qui me semble important, c'est la fusion entre deux êtres quand ils sont ensemble, quoi. Et donc, moi, j'ai essayé de trouver toutes ces solutions. Enfin, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour que ça se passe bien entre nous. Et puis, vu que les réactions étaient de plus en plus violentes, j'ai décidé de la séparation. Et là, effectivement, maintenant, avec mes enfants, elle ne m'épargne pas du tout. Même devant les enfants, la dernière fois que j'ai été chercher les enfants, il y a pas très longtemps, moi je lui ai dit, écoute, essaye de profiter de ta semaine pour voir les amis, pour de prendre du bon temps, quoi, parce que j'ai aucun sentiment de haine envers ma femme. Ça paraît contradictoire, mais je me sépare de ma femme, mais pour moi c'est pas parce qu'on se sépare de quelqu'un, c'est un fait qu'on n'est plus heureux, que ça ne marche plus, que moi je ne la rends plus heureux. Enfin, d'ailleurs, je me demande si quelqu'un pourra la rendre heureux comme elle le cherche. Mais je me suis dit, on peut pas rester. Donc, mais c'est pas pour autant que j'ai des sentiments de haine, en fait. Hein. Et en fait, les réactions vis-à-vis des enfants, par exemple, elle m'injurie devant les enfants. Alors moi, je lui dis, mais arrête de dire ça. Il y a des enfants. Tu peux pas. Il dit, mais tu sais, mon pauvre garçon, les enfants, ils savent très bien ce que je pense de toi. Alors que je vous promets que je fais tout pour que ça se passe bien, en fait. J'essaye de minimiser au maximum la rupture, et devant les enfants et devant ma femme, même si je sais qu'elle est dramatique, quoi, en fait, pour notre vie de famille. Hein. Elle est dramatique. Et pour elle ? Et pour elle, elle est dramatique aussi. Donc le fait que vous essayez de la minimiser doit la mettre d'autant plus en colère. Alors en fait, c'est pas que je la minimise, c'est que j'essaye de les protéger, mais... Oui, mais par exemple, ma femme, oui, mais vous pouvez pas protéger votre femme. Oui, vous pouvez pas protéger que vous vouliez protéger vos enfants, c'est une très bonne chose, mais vous pouvez pas protéger votre femme puisque vous êtes à l'origine de la douleur, même si ça en réveille d'autres plus anciennes dont vous n'êtes pas responsable. Mais par exemple, cette phrase qui peut paraître bienveillante, et qu'il était certainement quand vous lui dites profite de ce week-end pour prendre soin de toi, pour voir des amis. C'est insupportable certainement pour elle venant de vous, parce que elle peut pas l'entendre venant de vous, parce que je suis à l'origine de. Et voilà.
C'est-à-dire que si elle se retrouve seule ce week-end-là, c'est parce que vous l'avez quittée. Donc même si vous vouliez être bienveillant, pour elle, c'est insupportable. Voilà. C'est comme si vous lui disiez, j'espère que tu vas refaire ta vie, être heureuse. Elle ne peut pas l'entendre de vous. Mais je me rends bien compte que c'est vrai que c'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit, mais écoute, tu te rends bien compte que ça marche pas. Je dis, moi, le pire pour elle, c'est que je me rends bien compte, c'est que je pars pour rien, pour personne, quoi. Je pars parce que le constat est là que ça n'allait plus et que moi je pense et je suis un vrai épicurien dans le bon sens du terme. J'estime qu'on est une fois sur Terre, c'est pas pour se pourrir la vie et que arrivé à un moment, même si ça doit faire mal, il faut prendre des décisions qui. Oui, mais comme dit Brigitte, qui envoie un petit message au 7 21 21 code de nuit. Elle dit c'est très différent de quitter et d'être quitté parce que forcément celui qui quitte, c'est pas simple, il s'agit pas de dire cela, mais vous avez anticipé. Vous avez à un moment cette décision, vous l'avez mûrie, vous n'êtes pas levé un matin en disant je quitte ma femme et bon. Donc vous avez fait finalement tout un travail au fond déjà sur vous-même qu'elle n'a pas pu faire. C'est vrai. C'est vrai que ça a été préparé, mûrement réfléchi. Enfin, en octobre l'année dernière, vu de la coloc qui s'était passée, j'aurais pu partir comme ça, par pète et fracas, mais... Ce qui vous n'avez pas fait, et ce qui se comprend et qui est plus responsable, compte tenu du fait que vous avez des enfants. Enfin, c'est pas comme si vous n'étiez en couple. Bon, vous avez une famille, donc vous n'êtes pas parti avec perte et fracas un matin ou un soir comme ça. Donc vous avez mûri cette décision. Or, évidemment, celui qui est quitté, lui, se la prend quand même en pleine figure. En tout cas, même si il voyait venir. Oui, mais il est toujours moins préparé. Il est toujours moins préparé que celui qui prend la décision. Et puis, forcément, il l'a subi. Mais en même temps, pour vous dire, notre vie les derniers mois, ça devenait du n'importe quoi, envie de couple. Non, mais c'est pas l'un avec l'autre, on était l'un à côté de l'autre, sans être l'un avec l'autre. Thierry, il s'agit pas de porter un jugement sur la décision que vous avez prise, parce que parfois se séparer est un signe de maturité. Vous voyez, c'est pas cela. Il s'agit, j'essaye de tenter de vous expliquer aussi que vous n'en êtes pas au même niveau, vous actuellement par rapport à ce que vous vivez. Donc c'est-à-dire que vous voulez, vous dites moi je n'éprouve pas de haine, vous voudriez finalement que la séparation se passe au mieux. Elle, d'après ce que vous me dites, et à ce stade, je ne sais pas de la haine, mais en tout cas de l'immense colère, de la rancœur, elle vous en veut terriblement. Bon, et certainement que c'est une étape qui lui est nécessaire, il y a besoin de passer. Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que oui, ça va se passer? On peut le penser, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est terrifiant. Ça ne fait que 4 mois, ça ne fait que 4 mois. Donc cette étape est souvent nécessaire, vous savez, avant d'arriver à un stade plus ou moins d'indifférence. Enfin, en tout cas, que ça ne fasse plus trop souffrir de voir son ex-mari ou son ex-femme. Moi, ça me fait mal de la voir souffrir comme ça, en fait. C'est surtout ça. Oui, mais avant d'en arriver à ce stade, il faut passer par un stade de colère. C'est très difficile de faire le deuil de quelqu'un que l'on idéalise encore, donc on a besoin d'abord de rejeter, de brûler ce qu'on a aimé, hein. Mais bon, c'est vrai que moi, comme je suis pas du tout dans des phases d'agressivité, de haine, c'est pas mon principe de fonctionnement en fait. Donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre que même en essayant d'être le plus auprès, le plus comment dirais-je, le plus pas tendre, mais le plus mais vous pouvez pas être tendre, délicat en fait, en évitant. Moi, je voudrais éviter les conflits parce qu'après c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit mais il faut arrêter de faire l'autruche, François, c'est impossible. On ne peut pas continuer comme ça à faire l'autruche. On se détruit et en fait la vie de famille prenait sur la vie de l'individu en fait, et l'individu commençait à se sentir mal dans ce groupe-là. Mais c'est-à-dire que vous en êtes au stade au-dessus où vous voulez préserver le lien familial. Mais elle en est au stade où c'est le lien de couple qui la tourmente, qui la fait terriblement souffrir. Donc là, elle s'en prend à vous.
c'est vrai. Et elle a besoin de vous dénigrer pour pouvoir parce que si elle était dans un lien encore pour le moment tendre avec vous, elle ne pourrait pas avancer. Sa souffrance serait trop grande. Donc elle a besoin de casser là. Ouais, mais je me rends bien compte effectivement que ces réactions même vis-à-vis des amis, vis-à-vis de ce qui me gêne, c'est qu'elle ment en fait dans ce qu'elle dit en fait vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes actions, alors que je fais l'opposé de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense en fait. Oui, mais elle souffre, donc elle a besoin. Je vous dis, quand on souffre, elle est forcément, elle est dans l'agressivité, dans la colère. Mais vous vous rendez compte, la séparation date de début juillet. C'est très. Alors c'est même. Vrai que moi, je suis peut-être bélier, alors on rebondit peut-être plus facilement, on va plus de l'avant. Mais évidemment, vous êtes des liés. Elle est encore très liée. C'est une forme de lien encore là. Ouais. Donc plus vous allez être, votre délicatesse l'agresse. Parce qu'elle pense que justement, en fait, c'est-à-dire que pour vous, ça y est, vous ne souffrez plus de la voir. Il faut être le plus neutre possible. Hein. Vous venez chercher les enfants. Mon problème, c'est que en fait, mais vous ne lui dites pas. J'espère que tu vas passer un bon week-end ou fais quelque chose pour toi. Non, vous êtes le plus neutre possible pour le moment avec elle. Le vrai problème, pour moi, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'elle veut. Oui, mais bien sûr. Elle veut les garder, évidemment. Et moi, j'essaye de faire en sorte d'avoir une garde alternée, de tout faire pour pouvoir réussir notre séparation le plus souplement et le plus dignement par rapport aux enfants, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Quand on dénigre son papa devant, enfin le père des enfants devant les enfants, je trouve que c'est choquant, quoi. C'est des réactions très très véhémentes qui déstabilisent, quoi. Et la dernière fois, quand j'ai pris les enfants, j'ai été obligé de calmer, de consoler mon aîné qui pleurait en voiture, et je lui explique que maman est dans une phase de colère, que c'est compliqué pour elle et qu'elle n'arrive pas à réagir sereinement à l'heure actuelle, mais que ça va se passer avec le temps. Donc je pense que je l'ai assimilé, mais ce qui est même étonnant, ce qui est étonnant, c'est votre absence totale au fond. De haine, Non, pas de haine, je dirais pas de ça, mais enfin, c'est vrai que ça peut être très perturbant de voir à quel point presque ça ne vous fait pas souffrir, quoi. Vous souffrez pour les enfants, mais pas par rapport à elle. Ah si, bien sûr que si, je souffre. Moi aussi, j'ai mes moments où, surtout. Parce que vous parlez plus en tant que père qu'en tant qu'homme dans cette histoire, donc ça aussi, ça doit l'agresser. Vous voyez, je dis, Brigitte dit votre tendresse ne peut pas l'atteindre, seulement la blesser, c'est-à-dire Fédragé qui dit bien, même si elle ne le montrait pas, elle s'est peut-être beaucoup investie dans votre couple et elle vous en veut de l'avoir brisé. Il y a Annie qui dit elle s'apaisera, soyez patient, évitez d'être bienveillant, vous provoquez sa colère, parce que ça montre que vous êtes détaché. Ouais. Et ce détachement lui est insupportable. Vous êtes père, mais c'est vrai que vous ne réagissez plus en tant qu'homme vis-à-vis d'elle, donc ça montre à quel point vous êtes détaché. Ah oui, et puis je. Oui, mais ça l'a fait souffrir. En lui montrant, en fait, ce qu'il y a, c'est que je veux pas tricher, quoi, en fait, donc je veux pas lui faire espérer quoi que ce soit. Non, mais entre faire espérer, voilà, mais ne soyez le plus neutre possible. À long terme, vous allez être un couple de parents, mais voyez, n'en faites pas trop non plus. Il faut accepter d'avoir le mauvais rôle dans l'histoire, d'être celui qui quitte et qui la fait souffrir. Aussi. Il y a Sergio qui dit on fait pas d'omelette sans casser des œufs, le temps transformera la colère. Pour elle, pour son mieux, il faut vous éloigner d'elle. Alors vous pouvez pas parce que il y a les enfants, mais il faut vous tenir quand même le plus à distance possible d'elle pour le moment. On va accueillir Néjoud qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Néjoud. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Thierry. Je me permettais d'intervenir parce qu'en fait Thierry me rappelle un peu ma situation, sachant que mon ex-mari m'a quitté il y a 3 ans, donc le divorce a été consommé, si je veux m'exprimer ainsi. Et il garde en lui une colère alors que c'est lui qui m'a quitté, une colère que je n'arrive pas à comprendre, à laquelle je suis confrontée régulièrement. Et moi j'essaie de comprendre pourquoi. Oui, alors que c'est lui qui m'a quitté, oui.
Et une colère, terrible, hein, vraiment terrible. Hein. Par exemple, il y a quelque temps, je sais qu'il cuisine pas, il sait pas cuisiner. Donc quand il vient chercher notre fils un week-end sur 2, je m'arrange toujours pour faire un bon petit plat. En général, je l'ai cuisiné avec mon fils, qui a à peine 5 ans. Et là, cette fois-ci, je lui ai doté, là, vendredi soir. Et il m'a dit, je comprends pas pourquoi tu fais tout ça, est-ce que tu veux que je revienne? Donc je lui ai dit non, mais tu es le père de mon fils et nous avons un lien qui restera indéfectible, quoi qu'il advienne. Alors, il a pris le Tupperware que je lui ai donné, et puis il a jeté violemment contre la porte d'entrée. Donc, j'ai cru que j'allais me recevoir en pleine figure. Et je me suis dit, bon, je vais prendre mes distances, parce qu'il ne veut rien entendre, il ne veut pas que l'on aille... Enfin, moi, j'étais partante pour qu'on puisse parler du divorce, de la séparation, aller voir quelqu'un, tous les deux, pour que l'on ait des relations apaisées. Mais il ne veut rien entendre. Alors, que je lui propose un professionnel ou que je lui propose un ami commun ou de la famille, il ne veut rien entendre. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est, comme disait Caroline, soyez neutre, hein, parce que je pense que sa gentillesse, ma gentillesse est insupportable pour mon mari. De la même manière, votre gentillesse est insupportable pour votre femme. Mais oui. Ça l'agresse. En fait, à penser, à réfléchir, je me dis que peut-être elle dit, mais zut, j'ai peut-être laissé partir quelqu'un qui me convenait tout à fait, et j'aurais peut-être dû prévenir et elle se rendre peut-être compte de... Vous êtes deux dans l'histoire en même temps. Hein. Vous êtes partis, mais enfin, si cette relation a pas... Vous aussi, vous avez... Elle a sa part de responsabilité, mais vous aussi, après tout. Mais j'ai certainement ma part de responsabilité, mais après vraiment une grosse réflexion, ça va peut-être faire sauter du monde, mais réagir du monde, mais c'est vrai que moi, en étant le plus lucide, je suis quasiment sûr au plus profond de moi que j'ai 80% des torts, 80%... que elle a 80% des torts dans ce qui nous arrive, quoi, en fait, de par ses réactions, de par... alors, oui, enfin, vous-même, vous avez pris quand même la décision de concevoir le 3e enfant, alors que vous saviez que votre couple était à l'agonie. Oui, donc vous semblez aussi très centré sur les enfants. Peut-être qu'elle, en tant que femme, ne se sentait pas vraiment exister. Parce que moi, à la base, je ne voulais pas, l'enfant. Oui, mais à déjà, la base, le 3e, excusez-moi Thierry, mais dire elle a 80% des torts... Je trouve que c'est une drôle façon d'affirmer les choses. Je vous trouve peu réaliste sur le constat quand même. Je trouve que c'est, vous voyez, vous lui mettez beaucoup de choses sur le dos. C'est ce que vous ressentez. C'est votre vérité. Mais ça veut dire que quand même, vous avez un peu de mal, vous, à dire que vous aussi, dans cette histoire, vous avez joué un rôle. Parce que ça a l'air de dire que c'est elle qui est responsable à 80%. Moi, je pense qu'elle est, honnêtement, par rapport à tout ce qui nous est arrivé, moi étant plutôt serein, posé, mais trop. Mais moi je vais vous dire trop. Thierry. Mais non, parce que je suis quand même très actif, très dynamique. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de. Mais ça n'a aucun rapport. Eh bien, c'est par rapport à quoi? Ça n'a aucun rapport. Je vous trouve, mais oui, je vous trouve je trouve justement que vous avez du mal à exprimer. Peut-être qu'elle, finalement, là, c'est quelqu'un qui souffre, qui l'exprime, qui réagit, et peut-être que vous, vous aviez du mal à exprimer au fond vos sentiments, vos émotions, et que ça a pu jouer aussi dans votre relation de couple. Non, en fait, je pense. Bon, on va pas revenir sur votre relation de couple, mais ça me heurte un petit peu que voyez, vous semblez dire je ne lui en veux pas et tout ça, mais vous présentez les choses vraiment en donnant vous une excellente image de vous, puis vous dites non mais elle je ne lui en veux pas vraiment, tout va bien, et puis en même temps un petit tacle, elle est à 80% responsable de la situation. Je trouve que vous me diriez encore 50-50 ou 60-50, mais là c'est-à-dire que vous lui mettez tout sur les épaules. Je trouve que c'est un peu dur par rapport quand même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous vous dédouanez de tout. Comment ? Non, mais honnêtement, ça me semble
pour moi et par rapport aux discussions que j'ai avec mes amis qui me connaissent depuis longue date, ça me semble être, honnêtement, ça me semble être la réalité. Maintenant, je me trompe certainement, mais malgré tout, c'est pas. C'est un constat que je fais en ayant essayé au maximum d'avoir essayé de recoller les morceaux, de faire en sorte que ça marche. C'est pour ça que je pense que ce qui lui est arrivé réellement à la fin de son adolescence l'a traumatisé. Bon, peut-être. Voilà. En tout cas, on va pas en parler là. Ça, c'est son histoire à elle. Ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, vous vivez les choses différemment, c'est ce qui ressortait un peu de ce témoignage, et que donc vous pouvez pas être à sa place. Chacun réagit comme il le peut. Vous avez parcouru, fait un cheminement, elle de faire le sien. Donc le mieux, comme le dit Prune, c'est de ne pas vous montrer trop paternaliste avec elle et d'être plutôt en retrait. Et quelqu'un dit aussi au 7-21-21 code nuit qu'une séparation est toujours douloureuse et que ça va être dur et qu'elle peut devenir plus agressive aussi dans le divorce, dans le temps de la séparation. Bulle dit aussi que finalement si elle vous accable, c'est peut-être pour se préserver et moins souffrir, c'est tellement frais, et qu'elle a besoin de vous salir pour s'en détacher. Réaction normale quand on est quitté, dit Bulle. Et comme dit Brigitte aussi, ce qui est insupportable à votre femme, c'est que vous ne voulez plus d'elle comme femme. Là, donc ça c'est aussi c'est aussi difficile. Choses, en fait, non, mais vous avez vos raisons. C'est-à-dire que vous avez vos raisons, mais du coup ce détachement la fait souffrir. Donc bon, elle réagit à sa façon. Voilà. Maintenant, bon, que vous vouliez préserver vos enfants, très bien. Je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger et s'arrangeront d'autant plus que vous ne chercherez pas à être trop grand seigneur et vouloir garder le beau rôle vis-à-vis d'elle, parce que elle vous en veut. Elle a besoin d'en passer par là. En fait, c'est vrai que c'est plus fort que moi. Moi, je lui veux pas de mal. Donc, c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est que je me dis, mais je pourrais être agressif, je pourrais être méchant. Bon, vous lui voulez pas de mal, très bien. Mais vous ne pouvez pas non plus faire son bien. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on va dire pour conclure. Oui, par la suite, oui. Voilà. Donc, tant mieux. Mais c'est pas vous non plus qui pouvez l'aider en ce moment. J'espère, elle a des amis, de la famille, des gens qui pourront l'aider, sa psychothérapie, voilà. Donc pour le moment, vous êtes Néjoud, allez-y, je vous en prie. Alors, si je peux me permettre, vous avez fait un enfant il n'y a pas très longtemps. Vous avez 3 enfants et c'est quand même un signe d'engagement très fort, 3 enfants. Donc il faut que vous compreniez aussi qu'elle ne puisse pas, elle tombe des nues là, j'imagine. Elle n'a pas du tout pensé qu'un jour vous pouviez entre guillemets la laisser tomber. Donc c'est normal qu'elle soit très très en colère et il faut accepter de recevoir des coups de bâton, quoi. Je pense que c'est le seul. Il faut accepter d'avoir le mauvais rôle. Vous avez raison, Néjoud. Il y a quand même un petit qui a 2 ans, c'est encore très récent, tout ça. Ouais. Un petit mot pour vous, Néjoud, de Sergio, qui dit Néjoud, la présidente du fan club du Subversif. Bis à vous, amis de la nuit. Un énorme bisou très respectueux au Subversif. Oh ça va pas lui plaire, parce que lui ne s'était pas montré du tout respectueux à votre égard. Il s'était montré même très fougueux. Bon, merci en tout cas beaucoup de votre réaction, Néjoud. Bon courage, Thierry. Et bon courage, Thierry. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce qui peut-être est en train de se jouer entre vous. Merci beaucoup. Au revoir, Thierry. Au revoir. Rappelle des souvenirs à Sergio. Un peu de nostalgie ce soir pour notre cher Sergio.
Le subversif voulait réagir au témoignage de Thierry qui dit: après avoir dénié les premiers instants de fusion mère-enfant, avoir occulté la naturelle évolution du couple, voilà qu'il faut à présent que le rejet s'acquiesce sans maudire en 2 mots. Et puis il y a Françoise qui nous envoie un petit mail pour dire: Thierry a dit antérieurement que son épouse souffrait de sentiments d'abandon liés à son histoire d'enfant. En la quittant, il justifie finalement ses craintes, ce qui doit réveiller en elle ses souffrances d'enfant, et il reçoit en pleine figure l'agressivité qu'elle n'a peut-être pas pu exprimer étant jeune. En attendant, bon courage à lui, nous dit Françoise. Yves, lui, nous écrit également pour dire: patience, ça fait 3 ans que je suis divorcée. Et mon ex-femme cherche toujours à me faire mal. Pourtant, elle m'avait dit de demander le divorce. Je l'ai fait. Et elle a toujours de la haine. Et puis Annie dit: je me lâche à les hommes, à part mon père, mon fils, 3 petits points de suspension, et Georges. Voilà. Vous voyez, les 3 hommes de sa vie, même Georges a une place dans le cœur d'Annie, il va être content. Le subversif, décidément, le subversif. Il fait tout pour troubler notre cher Néjoud, il dit ce soir. Il lui fait un chaste baiser à notre très cher Néjoud sur la main. Ouais, comment voulez-vous qu'elle soit pas sans dessus-dessous, Néjoud, là, elle sait plus entre un baiser fougueux, un chaste baiser, voilà, elle va encore pas dormir de la nuit. Allez, on accueille maintenant Catherine. Bonsoir Catherine et merci de votre patience. Je vous en prie, bonsoir. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Donc je vous appelle concernant, j'ai quelques petites questions à vous poser. J'ai retrouvé une personne après 20 ans, un homme que je connaissais déjà avant. Oui. Et en fait... de quelle façon l'avez-vous retrouvé ? J'ai retrouvé sur Internet. D'accord. Par un site dont je dirais pas le nom, mais voilà. Et donc... Vous avez fait la démarche alors de le retrouver ? J'ai fait la démarche, mais il m'a répondu assez rapidement et il m'a tout de suite, assez rapidement proposé qu'on aille manger quelque chose, un morceau ensemble. Oui. On se rencontre. Et pourquoi vous pensiez à lui depuis quelque temps ? En fait, la démarche que j'ai faite, c'était purement amicale au départ. Oui. C'était un petit peu nostalgique quelque part. Ça avait été un ami, un amoureux Ça a été un ami et un amant. Ah, quand même. Oui. Oui, quand même. Mm-hmm. Mais bon, c'était un amant, c'était une relation un peu particulière parce que c'était un peu caché. Disons que j'allais chez lui de temps en temps des week-ends. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais une 20aine d'années, donc et lui, il a 7 ans de plus que moi, donc oui. Il était un petit peu un ami, un grand frère, un petit peu un confident. Et à l'époque, nous étions pas très stables sentimentalement tous les deux. On était un peu dans une phase un peu difficile, donc on s'est un petit peu consolés comme ça. Et un jour, je lui dis que je viendrai plus parce qu'en fait, je commençais à m'attacher à lui. Et j'ai coupé les ponts comme ça, en fait, à l'époque. D'accord, parce que vous vous attachiez. Oui, j'étais attachée à lui. Donc, comme je savais qu'il pouvait pas m'apporter ce que je voulais, donc une stabilité... Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas libre. Non, dans sa tête, non, il était dans son cœur non plus, parce qu'il était encore amoureux de la personne avec qui il venait de rompre. Oui. Et donc, je pense qu'il n'était pas du tout disponible. Et il était assez charmeur et assez coureur, donc j'envisageais pas une relation stable avec lui, quoi. D'accord. Donc 20 ans plus tard, vous reprenez contact avec lui. Voilà. Et donc on se retrouve et ça se passait plutôt bien. Donc il m'a assez rapidement rappelé dans les jours qui ont suivi. Et donc on devait se rencontrer. On avait trouvé un créneau 2 semaines après, puisqu'il avait beaucoup de travail. Donc on avait pris un créneau plus tard. Oui. Et toute la semaine, il m'a appelé tous les soirs. 1 heure, 2 heures. Enfin, on parlait de nous, quoi. Mmh. Mais à aucun moment, il m'a parlé de sa vie sentimentale et moi non plus. J'ai comme l'impression que c'était un petit peu la chose dont il fallait pas parler. Ah oui, c'est étonnant, oui, de pas se demander un petit peu si vous étiez marié ou pas marié, en couple, il m'a si pas vous aviez des enfants. Moi, on s'est raconté notre vie. Je lui ai dit que j'étais séparée avec un enfant et lui il m'a dit qu'il vivait avec sa fille. Sa fille était revenue vivre avec lui, voilà.
Et donc, mais il m'a pas dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie ou s'il fréquentait quelqu'un, en fait. Vous lui avez pas posé la question non plus? Non. Oui. J'ai pas osé, en fait. J'ai pas osé lui poser la question. Et comme il m'appelait tous les jours pour savoir, il voulait absolument que je vienne parce que à la fin de cette semaine, toute la semaine où il m'a appelé, il avait un championnat parce il entraîne une équipe. Il avait un championnat et il voulait que je vienne pour voir, pour assister au championnat et pour me revoir. Et donc toute la semaine, je lui ai dit que je ne savais pas si je pouvais venir et finalement j'ai réussi à me libérer et à y aller. Et donc nous nous sommes retrouvés à ce moment-là. On avait passé la journée, la soirée, on a eu une soirée avec un repas, une fête. Et ensuite on a flirté ensemble. Et tout s'est bien passé et il m'a dit bon, on verra ça vendredi parce que j'ai coupé court, je voulais pas aller plus loin, bien que je sentais que l'attirance était là. Oui. Et donc je pensais qu'il allait me rappeler et il m'a pas rappelé. Et j'ai plus du tout eu de nouvelles de lui. Oui. Et vous ne l'avez pas rappelé? J'ai fait des messages et je n'ai pas eu de réponse. D'accord. Depuis ce flirt? Ouais, depuis fin septembre. Et pourtant, je l'ai recroisé il y a 10 jours de ça, tout à fait par hasard, alors qu'en 20 ans, je ne l'ai jamais croisé. Ah oui. Et je l'ai croisé dans ma ville un soir où je sortais avec des amis. Oui. Et donc, il m'a paru troublé quand même. Il m'a regardé, il m'a fait un sourire, il m'a dit bonjour. Et moi, j'étais embarrassée parce que, entre-temps, je lui avais fait un mail en lui disant ce que je ressentais, moi, pour lui. Donc, je lui ai dit bonjour, ça va, tu vas bien, et puis je suis partie, quoi. Mais vous vous êtes juste dit ça quand vous vous êtes croisés? Bah oui, parce que en fait, on n'était pas seuls et le moment n'était pas choisi pour parler ensemble, quoi, en fait. Et donc, en fait, moi, j'attends quelque chose. J'ai l'impression que j'attends pour rien, quoi. Et entre-temps, j'avais vu une voyante qui m'a dit, qui était assez réputée, qui m'a dit qu'il était en train de rompre avec une personne et que il fallait que je sois patiente, quoi. Mais bon. Après, on se raccroche à des choses. Oui. Et en fait, depuis, je pense qu'à lui, quoi. Alors que j'ai eu aussi ce sentiment j'ai été très fâchée parce qu'il m'a pas répondu, parce que voilà, même par amitié, il aurait au moins pu me répondre. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas fermer non plus, fermer complètement la porte, quoi. Parce que s'il me répondait carrément, je veux plus de toi, je sais pas s'il s'emportait ou il fermerait complètement la porte. Et je pense que c'est pas ce qu'il veut vraiment non plus. Mais je sais pas. Il est plutôt dans la fuite et il est plutôt dans l'évitement, là. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, justement. J'aurais voulu savoir ce que j'ai fait ou... Mais vous n'avez pas forcément fait quelque chose de mal ou de pas qui ait provoqué sa réaction, mais vous m'avez dit tout de suite qu'au fond, vous vous êtes bien gardés l'un et l'autre de poser des questions sur ce que vous viviez. Oui. Ouais. Et au fond, vous ne savez rien de sa vie. Et il se peut très bien qu'il soit engagé par ailleurs. Et qu'il n'ait pas envie, vous voyez, c'est pas parce qu'il a flirté avec vous qu'il a envie de s'engager dans une relation. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que vous focalisez autant sur lui? Parce que c'est une personne avec qui j'aurais jamais dû le recontacter parce que c'est quelqu'un qui me plaît. C'est pas grave, vous l'avez fait. À tous les niveaux, quoi, je veux dire. Oui, mais pourquoi en ce moment, Catherine, vous voyez, c'est... Pendant 20 ans, vous vous étiez passé de lui. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, il y a cette nostalgie qui fait que vous l'ayez rappelé En le revoyant, ça m'a... Il vous a plu tout de suite? Ah oui, mais pendant... Parce qu'on change entre 20 et 40 ans.
Ouais, mais justement, il me plaît encore plus maintenant qu'avant, quoi. Il vous plaît d'autant plus qu'il vous échappe aussi, hein. Ah ouais, ça aussi, certainement. Mais bon, j'étais dans une euphorie. Quand il m'appelait la semaine, là, j'étais... c'était comme si je revenais en arrière, en fait, quelque part. Oui. Je pouvais plus manger. Enfin, je me suis dit, je suis en train de tomber amoureuse. Oui. Vous en aviez besoin, certainement. Et j'ai perdu 2,5 kg en une semaine. Bon, ça c'est peut-être pas mal, je sais pas, vous en aviez besoin ou pas? Oui, quelque part, oui. Bon, alors c'est toujours ça de gagner. Mais je me suis dit, il se passe quelque chose. Et à l'extérieur, les gens me disaient, mais t'es rayonnante, il t'arrive quelque chose de bien dans ta vie. Vous aviez envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie? Oui, mais avec lui. Oui, mais vous savez pas grand-chose de lui. Non, je sais plus. J'ai un trou de 20 ans, c'est vrai. C'est important quand même, hein. Bah oui. Donc vous êtes seule en ce moment, vous êtes affectivement. Oui. Sinon vous n'auriez pas recontacté cet homme. Bah oui, je suis seule, ouais. Et ça vous pèse, cette solitude? Ça me pèse, oui et non, oui, quand même, je pense. Mais je pense que moi j'attends effectivement quelque chose de stable et que lui il est peut-être pas dans le même état d'esprit, et même s'il est en rupture, voilà, et je sais pas. Alors Brigitte envoie un petit SMS au 7 21 21 code nuit en disant: ne pourriez-vous pas lui dire que vous auriez juste besoin de savoir ce qui se passe exactement? Parce que je ne sais pas quel type de message lui avez-vous envoyé. J'ai envoyé d'abord un message pour me demander, on devait aller manger, donc je lui ai demandé si ça marchait toujours pour le repas, et il m'a répondu non, ce soir je peux pas, mais c'est tout. Et après j'ai plus eu de message. Et après vous envoyez quel type de message? L'autre jour je lui ai envoyé il y a 15 jours un petit coucou juste en toute amitié pour savoir si tu vas bien. D'accord. Voilà, et pas de nouvelles? Non, pas de nouvelles. Et depuis, vous lui en avez envoyé d'autres? Non. Non. Bon, c'est bien déjà que vous ayez pu tenir et pas submerger sa messagerie de messages, voilà. Je veux pas le harceler non plus. Oui, non, c'est bien. Mais c'est bien, vous auriez pu dans une angoisse, dans un état d'angoisse, un peu envoyer plein de messages. Bon, c'est pas le cas. Vous avez pu quand même prendre du recul un peu. Je sais bien que nous, en tant que femmes, on a besoin d'être rassurés, au moins de savoir savoir ce qui se passe, quoi. Voilà, il me dirait effectivement, ma situation, elle est telle qu'elle. Elle est comme ça. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'il vous laisse dans le silence. Voilà. Et dans cette soirée, c'était une soirée. Vous étiez à plusieurs? Vous étiez tous les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était une soirée avec tout un groupe de sportifs. Donc. Oui. On n'était pas tous les deux, mais on s'est retrouvés en fin de soirée. J'ai mangé à ses côtés quand même. Oui. Et vous sentez que lui serait bien allé plus loin avec vous? Écoutez, il y avait des personnes qui ne nous connaissaient pas et j'ai sympathisé avec une jeune fille et elle m'a dit qu'elle pensait que j'étais avec lui parce qu'elle m'a dit il y a une telle complicité entre vous dans les regards, la façon de vous parler dans l'oreille. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dit là non, je n'y vais pas? Que j'aille pas plus loin avec lui. Oui. Parce que je voulais pas justement que ce soit juste une aventure et qu'après ça s'arrête là. J'ai peut-être eu peur de ça aussi. Et puis après, je me suis rendu compte aussi que peut-être que je savais pas des choses sur sa vie. Comme je lui avais pas posé de questions, je me suis dit peut-être que finalement il a peut-être quelqu'un. Oui. Mais pourquoi m'avoir dit de venir? Il y a plein de choses que... Mais voyez, finalement, il y a je vous pose cette question parce que vous auriez pu... C'est pas comme si c'était un homme que vous aviez rencontré comme ça... quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tôt. C'est pas un inconnu. Et au fond, vous n'avez pas poursuivi plus loin. Donc il y a peut-être quelque chose en vous qui sentait un peu un instinct, une petite voix intérieure. Oui, c'est possible. Et où vous êtes dit que vous vous sentiez un peu trop fragile par rapport à cet homme-là, en tout cas, pour avoir une aventure sans lendemain. Parce que déjà, on vous sent triste que ça n'aille pas plus loin. Donc, si vous aviez passé la nuit avec lui, vous auriez certainement été blessé.
ça aurait été peut-être plus dur, effectivement. Oui. Que si j'avais choisi une aventure, juste parce que ça m'est depuis le temps, j'ai rencontré des personnes avec qui je savais que ça ne durerait pas. Mais c'était par choix. Mais là, je n'avais pas envie de gâcher ce moment, d'autant plus que on était dans un village vacances et que c'était pas si simple que ça finalement ce soir-là. Donc les conditions n'étaient pas là non plus pour... Mais peut-être que justement, lui aussi, au fond, même si c'est 20 ans plus tard, ou peut-être à travers ce que vous avez dit, ou même si vous ne l'avez pas dit, laissé entendre ou laissé suggérer, il a senti que vous attendiez beaucoup de cette rencontre, d'autant plus qu'elle ne s'est pas faite par hasard. Vous avez repris contact avec lui, vous êtes allé le chercher, ça a un sens quand même, pour peu qu'on s'interroge un peu. Oui, bien sûr. Vous étiez déjà, ça traduit une demande. Dans l'attente. Après, voilà, quelle est cette demande ? On n'est pas dans la tête de l'autre, mais il y a déjà une demande d'aller à la rencontre comme ça de l'autre. Donc peut-être qu'il s'est dit aussi, qu'il a senti que vous aviez une attente à laquelle il ne pouvait pas répondre. Alors je ne dis pas que pris dans le feu de l'action, qui vous a trouvé très jolie lui aussi, et que même 20 ans plus tard vous lui plaisiez toujours beaucoup, très jolie, très désirable, et que évidemment qu'il aurait pu passer cette nuit-là avec vous, vous voyez, pris par son désir, mais que pour autant il n'aurait peut-être pas pu vous offrir cette stabilité que vous recherchez. Donc il y a peut-être pas lieu de regretter. Ça veut pas dire que vous avez failli, qu'il y a eu un problème ou qu'il s'est moqué de vous. Je crois pas qu'il s'agisse de cela, mais que au fond vous n'étiez pas dans la même optique, dans le même état d'esprit, et que ça il a dû le sentir. Ah oui, je pense qu'il a dû. Alors qu'il sait peut-être pas. Oui, ça pourrait se parler. Je suis d'accord avec vous. Vous n'êtes plus des enfants, il pourrait le dire, mais que il y a des gens qui ont du mal à le formuler. Je vous lis quelques messages pour conclure. Il y a Fred qui dit peut-être est-ce un peu rapide, reprise de contact de flirt, attention à ne pas trop idéaliser cette Madeleine de Proust, si idyllique soit-elle. Et puis, Petite Plume dit, l'on dit souvent que l'on s'attache d'autant que la personne nous échappe. Peut-on vraiment aimer quelqu'un qui ne vous aime pas ? Alors là, on ne sait pas si c'est pas forcément, c'est du désir, hein. C'est vous qui êtes allé le chercher, peut-être parce que vous êtes à un moment de votre vie où vous vous sentez un peu seul, vous avez envie d'être amoureuse, vous avez envie que quelque chose se passe, et plutôt que d'aller dans l'inconnu, vous retournez dans votre passé. Peut-être. Vers du connu, vers un homme qui vous avait plu. Non, mais je sens quelque chose dans son regard et dans sa façon de... Oui, mais attention de ne pas trop l'idéaliser. Et en tout cas, ne restez pas dans une attente. Peut-être qu'il reprendra contact avec vous, mais moi, contrairement à la voyante, je vous dirais, ne restez pas dans une attente. Oui, non, c'est pas constructif. C'est ce que dit Boboun, qui dit se rassurer avec un ancien amant, c'est plus aisé que de se risquer à la nouveauté. Et pourtant, la nouveauté, c'est ce qui peut vous arriver, si vous avez envie à nouveau qu'il vous arrive quelque chose et d'être amoureuse. Ah oui, bien sûr. Bonne chance en tout cas. Bonne chance Catherine. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Très belle nuit, faites de jolis rêves. Et à demain bien sûr.